Bienvenue à tous dans notre nouvelle émission Santé Plus consacrée à l'alimentation santé. Avec nous Anne Moreau. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Christine. Donc Anne Moreau, vous êtes déléguée générale de l'Institut Nutrition, vous êtes diététicienne, vous êtes spécialisée en alimentation durable et vous êtes également psychonutritionniste, mais vous avez une autre casquette parce que vous êtes femme de santé. Exactement. Voilà, donc je vous demande pour commencer, qu'est-ce que c'est l'Institut Nutrition ? L'Institut Nutrition, c'est une structure d'intérêt général. C'est une fondation d'entreprise, la fondation d'entreprise de Restalliance, qui est un groupe de restauration collective et de services hôteliers spécialisés dans le secteur sanitaire et médico-social. Notre mission à l'Institut Nutrition, c'est d'innover pour le plaisir et la santé des mangeurs fragiles aujourd'hui et demain. Donc on s'inscrit vraiment dans une logique de produire des connaissances nouvelles sur le comportement alimentaire des mangeurs fragilisés par l'âge, le handicap ou la maladie. Et donc on va peut-être regarder un projet que vous avez financé et qui va illustrer qui est très parlant et qui va montrer ce que vous faites de très bien pour les personnes âgées notamment. Oui. Voilà donc notre nouveau chariot glacier, le projet que l'on a monté ensemble, vous savez, pour avoir des glaces tout cet été et des soupes, bien sûr, cet hiver. Le projet GLACE, qui veut dire glacier libre et ambulant au caractère époustouflant. Les 3 objectifs vont être l'hydratation, la lutte contre l'isolement et le maintien du lien social, et être acteur de sa santé. Le peu que vous nous avez donné, c'est beaucoup de liberté. Et ce chariot, il nous permet de nous rafraîchir à tous, et ça, c'est idéal pour nous. Le meilleur marqueur, c'est vraiment le sourire qu'il y a sur leur visage quand on leur sert la glace. Anne Moreau, comment fonctionne ce projet et comment est-il né ? Alors ce projet, en fait, il est lauréat du prix de l'Institut Nutrition qui est ouvert chaque année. Donc en fait, chaque année, l'Institut Nutrition donne 10 000 € à un porteur de projet qui émane du secteur associatif ou médico-social. Là, c'était un établissement. Donc l'équipe du CH de Fumel a participé à l'appel à projet et un jury d'experts indépendants. CH, c'est Centre Hospitalier. Centre Hospitalier de Fumel, exactement. Donc c'est entre Bordeaux et Agen, globalement. Et l'ambition de ce prix de l'Institut Nutrition, c'est de favoriser l'innovation et l'émergence de projets au sein d'établissements ou sur les territoires et donc de soutenir les petites structures pour qu'elles puissent passer à l'action. Et nous, le rôle de l'Institut Nutrition, c'est à la fois du tutorat, je dirais, scientifique dans la méthodologie pour venir mesurer les impacts biologiques scientifiques. Et ensuite, une fois qu'on a mesuré les impacts sur les marqueurs biologiques, notamment de l'hydratation en ce qui concerne le projet GLACE, on va créer des outils pour permettre l'essaimage de ce projet. Donc après, on va vraiment aider d'autres structures à s'inscrire dans des dynamiques similaires avec des supports pédagogiques qui sont toujours en libre téléchargement sur le site de l'Institut Nutrition. Oui, mais là, vous distribuez des glaces à des personnes âgées dans des hôpitaux. Oui, alors en fait, c'est vrai que là, on a vu la version courte, il y a une version plus longue qui explique un petit peu mieux le projet. Ce qu'on a prouvé, parce qu'aujourd'hui les résultats sont sortis, c'est que alors du coup, l'été ce sont des glaces, l'hiver ce sont des boissons chaudes. Le bénéfice, il est à la fois sur un recul des marqueurs en termes de risque de déshydratation, donc le pli cutané, etc. Et surtout, un bénéfice en termes de maintien cognitif, c'est-à-dire qu'on fait participer les résidents au service des glaces, ce qui fait qu'ils recréent des gestes qu'ils n'ont plus l'habitude de faire en structure type EHPAD. Et enfin, ça permet à toutes les équipes médico-sociales, à tous les cadres de soins, les gériatres, de collaborer et de mieux prendre en charge globalement de prévenir les risques de déshydratation au sein de l'établissement. Donc en fait, d'une toute petite idée très simple qui a émané d'un animateur et d'une diététicienne en EHPAD, finalement ce qu'on arrive à montrer, c'est que ce qui est central pour stimuler et l'envie de manger et celle de s'hydrater, c'est de créer des moments récréatifs pour donner l'envie de vivre finalement, et donc par la nourriture et la boisson finalement de prendre soin de sa santé. Donc en fait, voilà, c'est un projet qui, par sa simplicité,
simplicité, en fait, avait vraiment séduit... en l'occurrence, Claire Sulmon-Roset, qui est directrice de recherche à l'INRAE, qui était sponsor du projet, parce qu'elle qui conduit beaucoup de recherches qui durent parfois 1 an et 2 ans, mais finalement, elle était très séduite parce qu'elle a considéré comme étant la bien-pensance du terrain, en fait, de dire on comprend bien où sont les enjeux, où sont les difficultés, et ça lui semblait vraiment pertinent, et c'est ce qu'on a prouvé avec les résultats. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, tout ce que vous produisez est en téléchargement gratuit sur le site, hein. Oui. C'est ça, sur le site de l'Institut Nutrition. Donc pour nos téléspectateurs qui ne sont pas en France, qui sont la plupart d'entre eux vivent en Afrique, ils peuvent avoir tous les conseils que délivre l'Institut Nutrition. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel type de téléchargements sont disponibles et documents sur votre site? Alors, on organise, donc sur le site, on va avoir des publications, mais qui vont être quand même spécifiques au contexte franco-français. Donc, il y aura cette petite modulation peut-être à faire pour nos amis francophones, mais qui seraient peut-être pas dans le même environnement alimentaire que le nôtre. C'est la petite limite que je pourrais émettre. Sinon, on va avoir des études et des infographies. Que mangeront nos aînés en 2030 ? C'est une étude totalement prospective, celle-ci. Ce que veulent les aînés pour leur dîner. C'est des études qu'on fait avec le CREDOC, qui est le centre de recherche sur les comportements alimentaires en France. Et puis, on va également créer des grands rendez-vous, les rencontres de l'Institut Nutrition. C'est 3 heures de live avec des tables rondes. Ça aussi, c'est une inscription libre et tout le monde peut s'inscrire pour y participer. Et puis, des webinaires avec des experts qui permettent finalement de se nourrir. On se place aujourd'hui comme un centre de ressources pour les structures médico-sociales essentiellement, donc qui accueillent des personnes âgées en situation de handicap ou des cliniques et des hôpitaux pour venir se nourrir de bonnes idées, de bonnes initiatives et de compétences un petit peu avant-gardistes, mais parfois par aussi leur simplicité tout simplement. Est-ce qu'il y a du nouveau dans les aliments qui sont bons pour la santé ? Parce qu'on parle régulièrement de ce genre de questions. Est-ce que les choses évoluent ? En fait, moi, je considère qu'une bonne alimentation s'appuie sur des aliments vrais et naturels. Et donc, la nature, bien qu'elle soit formidable, n'invente pas de nouveaux aliments. Donc, on peut éventuellement en découvrir, mais moi, je considère que... tout est bon ? Vous considérez que tout est bon dans la nature ? Non, mais dans les innovations, le risque que moi, je vois, et je suis plutôt une militante de l'alimentation vraie et brute, et donc le risque que je vois, c'est les innovations qui émergent sont des innovations dans l'industrie agroalimentaire, et elles sont en général relativement transformées, ce qui pose d'autres problèmes. Donc les aliments miracles qu'on n'est pas encore tout à fait découverts, hormis peut-être les algues, et voilà. Après, sinon, ça va rester des aliments de synthèse, et donc ils n'ont pas ma préférence. Donc vous prônez effectivement la cuisine à partir d'aliments bruts. Ouais. Voilà. Et s'agissant, tout à l'heure, on a vu que ces personnes âgées perdaient la sensation de soif. Elles n'ont pas envie de boire, elles perdent aussi l'appétit, ce qui est le cas aussi pour des personnes qui sont malades, qui ont des maladies chroniques. Pourquoi ces personnes perdent-elles justement l'appétit ? Alors, ça dépend des situations. Effectivement, chez une personne âgée, il va y avoir tout un protocole de modification physiologique. Déjà, il y a une baisse de l'activité physique en lien à partir de 65 ans, 64 ans, sans être polémique, avec l'arrêt de l'activité professionnelle. Donc du coup, on va avoir un rythme de vie qui va être différent. On va avoir des modifications aussi physiologiques, de dégradation de la perception sensorielle des aliments. Donc on va être attiré plus par du sucré. On va avoir des choses nouvelles qui vont se passer. Souvent, on peut également constater, plutôt pour le grand âge, mais des problèmes au niveau dentaire. Et donc ça, quand c'est compliqué de manger, et ben du coup, nécessairement, on mange moins. Et puis, vraiment, sur le grand âge, ouvrir un yaourt, même des gestes très simples vont devenir fatigants pour certains. Et donc, on va voir, comme ça, les capacités en lien avec l'alimentation diminuer. Ça, c'est du coup et comportemental et physiologique pour la personne âgée. Si pour une personne malade, il peut y avoir, et c'est vrai aussi chez les personnes âgées, un phénomène de polymédication. Et on sait que le fait de prendre des médicaments va venir modifier le goût, altérer le goût des aliments. Donc ça, c'est un phénomène très important.
maintenant, notamment pour les traitements qui ne sont pas forcément des médicaments, des petites pilules à ingérer, mais sur des chimiothérapies notamment, on sait qu'on a de l'hypo et de l'hypersensibilité à des saveurs ça rebat complètement les cartes des habitudes alimentaires des personnes. Ça nécessite du coup de réapprendre à manger avec ces nouvelles facultés, avec cette nouvelle sensorialité qui est la nôtre ici et maintenant. Et est-ce que vous conseillez une alimentation végétarienne ? Alors surtout pas chez ces personnes dont on parle, les personnes fragilisées par l'âge, le handicap et la maladie, pour moi, doivent exclure ce type d'alimentation sans protéines. Elles en ont au contraire besoin. En revanche, pour la population générale, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de réinventer, de revisiter notre consommation, notamment de bœuf, on trouve des protéines de très bonne qualité dans d'autres viandes que le bœuf, et le bœuf étant particulièrement émetteur de CO2, je pense qu'il est intéressant de lier les problématiques en lien avec l'écologie et celles en lien avec la santé. Et le poisson également. Ouais. Le poisson. Là, on est bientôt en été, enfin, on est au printemps. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui veulent avoir une meilleure alimentation, et notamment perdre du poids avant l'été et s'inscrire, des conseils qui s'inscrivent sur la durée pour qu'effectivement, ils ne reprennent pas tout lorsque l'hiver reviendra. Est-ce qu'une question subsidiaire, est-ce que vous conseillez un poids idéal? Alors justement, j'allais vous dire que moi, c'est une question qui est à la fois, que je sais légitime parce que beaucoup de personnes se la posent, et en même temps, moi, que je trouve pas être forcément une très bonne question de comment perdre du poids. Un des éléments, et ça rebondit parfaitement avec votre extension, c'est qu'en fait, on ne choisit pas son poids. C'est-à-dire, on ne naît pas tous égaux. Et moi, dans mon cabinet, je rencontre des hommes et des femmes, mais plus souvent des femmes, très largement, qui vont rentrer en combat, en guerre, contre leur génétique et contre le corps qui leur est un peu naturellement proposé, forte d'une exposition au dictat et une certaine standardisation de la beauté. Ça crée beaucoup de souffrance, et parfois, on ne va pas réussir à atteindre, en fait, le poids naturel que notre corps, notre physiologie nous permet d'atteindre n'est pas forcément le poids dont on rêve. Et donc, je pense que si c'est des sources de souffrance, j'invite quand même les personnes à, du coup, se faire accompagner pour apaiser, parce que ce qui va se mettre en place en tant que psychonutritionniste, c'est que si je me restreins à l'excès pour atteindre un poids idéal, derrière, je mets en place beaucoup de règles alimentaires, beaucoup de privations qui peuvent se traduire après par des compulsions alimentaires, et en fait du coup on rentre dans quelque chose qui n'est pas très incarné et peut-être qui sera bon sur le papier dans l'assiette, mais en termes de bien-être de la personne, en tous les cas, ça durera pas sur le long terme, et ça crée de la souffrance, de l'estime de soi qui va être en berne parce qu'on a l'impression de ne pas arriver à atteindre notre poids idéal, alors que peut-être qu'en fait c'est pas la bonne cible. Parce que vous êtes psychonutritionniste, Ouais. ça veut dire que vous abordez les patients ou les personnes qui viennent vous voir de manière globale, et vous Exactement. faites intervenir la psychologie vis-à-vis de la nourriture. Il y a 3 dimensions en psychonutrition. Il y a la dimension corporelle, physiologique, la faim, le sentiment de faim, c'est le corps qui n'a plus d'énergie et qui nous réclame de manger. Il y a la dimension émotionnelle et il y a la dimension psychologique en lien avec l'estime de soi notamment, et la honte corporelle. Donc en fait, la psychonutrition s'intéresse entre guillemets à la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est ce que les gens mangent, c'est la partie physiologique, et en fait s'invite dans l'assiette de nombreuses autres dimensions, et nous on va essayer effectivement de travailler sur l'ensemble de ces dimensions en psychonutrition. Oui, mais on ne peut pas non plus nier que la tendance est quand même vers une certaine obésité de la population. Par exemple, ces chiffres sont indiscutables. Et mondialement. Oui, mondialement. Et l'obésité résulte de la surconsommation d'aliments. C'est pas miraculeux. Donc, comment voulez-vous aller à l'encontre de la réalité ?
Ah non, je ne prétends pas du tout aller à l'encontre de la réalité. Moi, je veux dire, si vous voyez une personne en surpoids, c'est bien qu'elle consomme trop, parce que ça n'est pas de l'énergie. Ça, c'est pas scientifiquement possible de l'admettre, en fait. Deux personnes qui mangent... Non, je vous assure. Deux personnes qui mangent strictement la même chose. Je ne parle pas de deux personnes, je parle des statistiques globales. Par exemple, vous avez 60% des Américains qui sont qualifiés d'obèses, en France aussi, et ça n'est pas parce qu'ils mangent moins qu'ils deviennent obèses. Ce n'est pas ce que je dis juste que le poids ne dépend pas seulement de ce qu'on mange, il y a aussi de la génétique, il y a aussi l'activité physique, et donc la nourriture n'est pas la seule origine des problèmes d'obésité chronique. L'origine majeure. L'obésité aussi. C'est un des problèmes majeurs, mais pas le seul. Et en l'occurrence, l'industrie agroalimentaire et le fait que la société soit profondément obésogène, c'est-à-dire qu'on nous propose de l'alimentation en excès, grasse, sucrée et transformée par des milliards d'investissements publicitaires, ça c'est à l'origine. Et c'est pas les personnes qui sont du coup responsables seulement de trop manger, c'est le modèle de société qui les induit en erreur. Et qui du coup, la petite part de discours en lien avec la prévention par rapport aux milliards d'investissements publicitaires qui nous disent que boire tel soda ou consommer telle barre chocolatée, c'est vraiment fera de nous quelqu'un d'extraordinaire. Ça c'est à mon avis vraiment la source de cette épidémie qui effectivement tend à se stabiliser, mais qui concerne un adulte sur 2 en surpoids dans le monde et environ 20% de la population adulte obèse, avec des disparités bien sûr dans les pays plus développés. Et ce qu'on voit très nettement, c'est que dans les pays sous-développés, à partir du moment où les gros géants de l'industrie agroalimentaire arrivent sur ces territoires et commencent à communiquer, la courbe d'obésité et de surpoids va à ce moment-là augmenter. Donc je dirais qu'il y a bien sûr concernant le sucre, moi je pense que le sucre est vraiment un ennemi public numéro 1 et qu'on n'en trouve pas tant que ça dans les aliments naturels, on les trouve dans les aliments transformés, d'où l'invitation vraiment à manger le plus naturel possible, c'est-à-dire un aliment dont la liste d'ingrédients dépasserait 5 ou 6 ingrédients, dont des ingrédients dont on ne connaît pas, dont on ne sait pas ce que ça veut dire, mauvais signe, a priori il ne faut pas y aller. Ou dès qu'on voit sucre en numéro 1 ou numéro 2, bon, quand on est sur un plat qui a une saveur plutôt salée, ça n'a aucune raison d'être. Donc effectivement, il y a un petit basculement à opérer pour réapprendre à manger plus simple. À la fois, l'anorexie est une maladie du Moyen-Âge, enfin, c'est pas du tout une maladie de civilisation. Le surpoids et l'obésité est une vraie maladie de civilisation. Elle est considérée effectivement maintenant comme une vraie maladie. Il y a d'ailleurs de nouveaux traitements qui voient le jour et qui sont lancés sur le marché et qui correspondent effectivement à certaines personnes, c'est une certaine pathologie. Donc cette obésité est effectivement une vraie maladie dans ces cas-là. Une maladie chronique et inflammatoire. Après, c'est vrai qu'il y a tout un système de réaction et une fois qu'on a passé un certain seuil, le corps est vraiment en souffrance au niveau de l'immunité, du système digestif, au niveau de la neuroinflammation. Et une fois que ce processus-là est engendré, ça crée de la douleur physiologique, de la souffrance psychique. C'est des pathologies complexes. Oui, des maladies, le diabète. Et le diabète dont on parle moins, mais qui est dans la droite ligne des courbes d'obésité. Qui est en Afrique, la première cause de mortalité, enfin une des premières causes de mortalité. Oui, tout à fait. Diabète de type 2, bien sûr. Précisons. On sait, vous en parliez un petit peu là, puisque vous disiez qu'entre l'intestin, l'inflammation et le cerveau, il y avait un lien, donc on le sait de plus en plus avec le microbiote. Et vous avez publié, alors j'ai vu là effectivement sur une étude NutBrain qui cherche à prouver ce lien donc entre régime alimentaire sain, donc sain pour le microbiote, et ralentissement du déclin cognitif, donc, et le ralentissement de l'apparition de maladies type, je suppose, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Quel est ce lien que vous avez pu montrer ? Alors, je ne peux pas m'approprier cette étude qui émane d'un laboratoire Nutrineuro de Bordeaux. Néanmoins, et de beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent désormais sur le lien entre alimentation et santé mentale. Ce que ça met en lumière en priorité, c'est l'importance de consommer des légumes, notamment des légumes verts à feuilles. Donc c'est toute la catégorie des choux, des épinards. Voilà, ça, c'est
un aliment qui n'est pas nouveau. Les salades. Oui, Salades. notamment. Mais les feuillus, c'est vraiment la famille des choux. Choux de Bruxelles, brocoli, voilà, chou-fleur. Donc une corrélation positive entre les gens qui ont un niveau de consommation de ces légumes à feuilles vertes et donc la prévention des risques au niveau clairement cardiovasculaire, mais aussi au niveau déclin cognitif. Et la deuxième chose, mais ça on en entend plus parler, c'est les oméga 3. La qualité du gras qui va du coup venir nourrir la perméabilité de nos membranes cellulaires et notamment au niveau du système nerveux. Le fait d'apporter, donc les oméga 3, on les trouve dans les huiles de colza, dans les huiles de lin, dans les poissons gras comme les sardines et les maquereaux. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des aliments coûteux. Le saumon, oui, qui pose d'autres problèmes. Voilà, mais en l'occurrence, c'est vrai que d'un point de vue oméga 3, le saumon contient des oméga 3. Donc voilà, les poissons gras et les bonnes huiles vont permettre et de protéger le système cardiovasculaire et effectivement une corrélation positive sur la prévention des risques de démence. On n'en est pas encore à prouver le lien avec vraiment spécifiquement Parkinson, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, mais en tous les cas, de toute façon, on ne fait pas d'erreur, même si ce n'est pas encore 100% scientifiquement prouvé, à s'acheminer vers la consommation globalement de légumes, quels qu'ils soient, en particulier des légumes verts à feuilles, et en consommant du bon gras. Donc, et est-ce que vous conseillez de prendre des suppléments nutritionnels comme oméga 3, vitamines, etc. Alors, ça dépend des régions du monde, je pense, et de l'accessibilité de ces denrées. Le problème des compléments nutritionnels, c'est qu'ils peuvent représenter un certain coût. Et donc, c'est vrai que le plus on peut mettre d'aliments bienfaisants dans l'assiette, le mieux. Dans le cas où ce n'est pas possible, bien sûr, ça peut venir en soutien. Et il faut simplement s'assurer que les formes qui sont proposées dans ces compléments alimentaires soient des formes qui soient bien absorbées par l'organisme. Et en fait, peu de médecins sont formés à cela. Donc, ne pas hésiter peut-être à se tourner vraiment vers le pharmacien et à vérifier son indépendance, c'est-à-dire le fait de se dire il ne va pas nous conseiller une marque plus qu'une autre. Vraiment, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne forme de micronutriments, même si c'est sur un format gélule, et qu'elle soit bien utilisée, métabolisable par le corps. Je n'y suis pas opposée, mais ça coûte quand même en général un petit montant. Et le prendre sur une petite durée va venir ponctuellement corriger. Mais si, du coup, c'est une carence qui s'installe sur le long terme, ça ne répondra pas complètement à la problématique. Nous arrivons au terme de cette émission. Oui, justement, encore une question. Je voulais présenter votre ouvrage, Alimentation Santé, enfin, qui vous permet de concilier l'alimentation santé et le développement durable. Des recettes. Des recettes, et expliquez-nous en quelques mots. Je vous laisse effectivement, le montrer. 10 chapitres qui répondent aux questions un petit peu d'actualité. Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande? Oui, non. Les produits laitiers, pourquoi? Quelle est la problématique derrière? Et du coup, de faire la lumière sur l'impact au niveau du réchauffement climatique et au niveau de la santé, pour ne pas tout arrêter de manger, ne pas arrêter de manger toutes les viandes, ne pas arrêter de manger tous les produits laitiers. Donc à la fois modérer le propos tout en étant assez impartial, et puis effectivement des recettes pour apprendre aussi à manger peut-être un petit peu moins de bœuf, qui est une vraie invitation pour le coup, et pour la santé. Et quels sont vos plats favoris alors? J'en ai plein que j'apprécie particulièrement. Il y a un peu un best-seller qui est un best... La tarte tatin aux légumes. La tarte tatin aux légumes du soleil a énormément de succès. Je tombe sur elle et je sais qu'elle rencontre effectivement beaucoup de succès. Mais ça parle aussi de l'alimentation anti-gaspillage. Ça aborde vraiment des questions assez larges de société. Donc privilégier le circuit court et les aliments non transformés. Et on n'a pas parlé du bio, mais si on peut avoir la main légère sur les traitements phytosanitaires, je pense que le corps nous en remerciera. Merci beaucoup Anne Moreau, merci beaucoup Bernard. Merci. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Santé Plus.